Se faire du mal est l'un des grands talents de l'humanité. Cela va de la bagarre comique et sans conséquence au conflit armé meurtrier. Mais ensuite, quand les armes se taisent enfin, que se passe-t-il? Les ennemis d'hier peuvent-ils devenir les amis de demain? Les études montrent que souvent, les accords de paix sont rompus et que de nouveaux conflits violents éclatent. Le risque, c'est que la colère, la rancœur et les traumatismes perdurent de génération en génération. Alors comment faire pour que des pays ou des communautés qui se sont déchirées puissent renouer des liens? Se réconcilier suppose d'aborder les aspects émotionnels du conflit. Voir deux adversaires poser les armes et prendre un nouveau départ semble parfois relever du petit miracle ou du grand. Alors comment arriver à une réconciliation réussie et durable? Commençons par un exemple qui parlera à tout le monde. Un simple conflit de voisinage. La querelle commence avec un bac à compost malodorant, s'envenime avec des nuisances sonores, jusqu'à culminer avec l'abattage d'un pommier. La solution est à portée de main. Les excuses font des miracles. Elles peuvent immédiatement arranger les choses. Pour une excuse en bonne et due forme, il faut d'abord reconnaître sa responsabilité. Ce n'est pas dire « je suis désolé que tu aies été blessé », mais « je suis désolé de t'avoir blessé ». Et même s'il n'est pas toujours facile pour l'offenseur de faire amende honorable, il vaut mieux éviter de le forcer à s'excuser, comme dans Un poisson nommé Vanda. All right, I apologize. You're really sorry? I'm really, really sorry. I apologize unreservedly. You take it back? I do. Si on a tant de mal à faire son mea culpa, c'est souvent parce qu'on refuse de reconnaître ses torts et qu'il est bien plus confortable de se poser en victime. Pourtant, un repentir sincère peut avoir d'étonnantes vertus. Pourquoi ? Il y a deux angles de réponse à cette question. Le premier, c'est que présenter ses excuses peut permettre de changer son schéma cognitif. Par exemple, si on regarde ce dessin dans ce sens, on voit 3 bâtons. Mais si on le regarde dans ce sens-là, on voit 4 bâtons. Il faut donc adopter un autre point de vue. Quand celui qui m'a fait du tort me demande pardon, je peux regarder d'un autre œil ce qui s'est passé. Je n'attribue plus forcément ses actes à sa personnalité, en considérant que c'est une mauvaise personne et point final. Mais je comprends que l'autre était sous pression, ou qu'il manquait de sommeil, ce qui l'a rendu irritable et agressif. Donc, ça change ma compréhension de ce qui a causé l'offense. Une autre théorie considère que présenter des excuses permet de rétablir un équilibre. Une offense laisse la victime dans une position vulnérable. Elle se sent faible, humiliée. Elle porte une lourde charge émotionnelle. En s'excusant, l'offenseur montre qu'il est prêt à partager cette charge émotionnelle avec la victime. Parce que lui aussi ressent le poids de la culpabilité, du remords et de la honte pour ce qu'il a fait. Ainsi, les deux parties impliquées sont davantage sur un pied d'égalité. Quelques mots d'excuse peuvent réparer une relation. Mais ce qui marche entre deux personnes fonctionne-t-il aussi à grande échelle? Que peut-on attendre d'excuses officielles après une guerre ou un conflit violent? L'une des difficultés avec les excuses politiques, c'est qu'on demande souvent pardon pour quelque chose d'impardonnable. Le préjudice est tel qu'on peut se dire que des excuses n'y changeront rien. Mais il y a des cas où elles ont porté leurs fruits. Exemple avec l'Irlande du Nord, où la paix règne désormais après une guerre civile sanglante de plusieurs dizaines d'années, parce qu'une partie de l'Irlande du Nord voulait appartenir au Royaume-Uni, alors que l'autre voulait rejoindre la République d'Irlande.
38 ans après le funeste Bloody Sunday, jour où l'armée britannique a tué 14 civils, le Premier ministre David Cameron a présenté des excuses officielles. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. La plupart des gens ont pensé qu'il allait ajouter un « mais ». Mais c'était la guerre, mais nous étions en plein conflit. Et il ne l'a pas fait. Ces excuses ont fonctionné parce qu'elles ne comportaient pas de « mais ». Aujourd'hui, si vous reparlez aux habitants d'Irlande du Nord de ce discours de Cameron, ils auront retenu ces mots « ni justifié, ni justifiable ». Ainsi, en politique comme dans la sphère privée, une excuse ne peut être prise au sérieux que si l'auteur reconnaît sans détour sa faute et en assume la responsabilité. Même 38 ans plus tard. D'ailleurs, quand un chef d'État s'excuse, c'est souvent pour des actes remontant à plusieurs générations. Il a fallu attendre 2022 pour que le roi belge exprime ses regrets quant au passé colonial de son pays. Même s'il s'agit de crimes remontant au passé, on en porte la responsabilité. Je pense en particulier au colonialisme, qui a permis à l'Europe d'atteindre la prospérité dont on jouit aujourd'hui. Notre continent doit sa richesse à l'exploitation des colonies à l'époque. Ce qu'on est aujourd'hui, notre mode de vie, on le doit en grande partie aux actes de nos ancêtres. En ce sens, il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Ou plutôt, mieux vaut tard que jamais. Comme en 1970, lorsque le chancelier allemand Willy Brandt s'agenouille devant le mémorial des morts du ghetto de Varsovie, soit 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Ce qui a rendu ce geste si impressionnant et touchant, c'est qu'il est apparu très authentique. Sans dire le moindre mot, il a exprimé un profond remords et un fort sentiment de honte et de culpabilité. Mais peut-on pardonner de quelque manière que ce soit la guerre d'extermination menée par le Troisième Reich et le génocide de plus de 6 millions de Juifs ? Je ne crois pas qu'on puisse pardonner aux officiers nazis. Mais il est possible de pardonner à la nation allemande, parce que ce n'est pas la même situation qu'un crime interpersonnel. L'autre point important, c'est que ces excuses n'étaient qu'une composante d'un processus plus long et plus sérieux, incluant des réparations financières pour les victimes de la Shoah. Est-ce que ça aurait fonctionné en 1946 ? Probablement pas, parce que l'Allemagne n'avait pas encore réparé ses fautes, ni démontré sa bonne foi pour construire un avenir différent. Des excuses officielles peuvent être un geste fort et symbolique, qui aide à panser les plaies, à condition que ce geste s'accompagne d'autres mesures. Et souvent, la repentance formelle vient seulement dans un second temps. Alors par quoi peut-on entamer le travail de rapprochement ? Si on observe les sociétés d'après-guerre, on constate que très peu d'entre elles diraient qu'elles se sont réconciliées. Parmi les exemples positifs, il y a la France et l'Allemagne. 3 guerres meurtrières ont laissé des blessures profondes, au point que de nombreux Français et Allemands se considéraient comme des ennemis jurés. En 1945, l'image de l'autre comme ennemi héréditaire est extrêmement forte. Les Français sortent de la guerre, de l'occupation. Après le débarquement allié en Normandie, il y a eu des massacres commis par la Wehrmacht, par les soldats allemands qui ont été tout à fait dramatiques. Donc de part et d'autre, la haine et le ressentiment est extrêmement fort. Mais contre toute attente, les deux pays se sont réconciliés. Sinon, il n'y aurait ni cette émission ni cette chaîne de télé. Pourquoi et comment sont-ils parvenus à accomplir ce que les générations précédentes jugeaient impossible ? Il y a évidemment des arguments pour chacun des deux pays de vouloir cette paix. L'Allemagne a été mise au banc des nations. Alors pour les Allemands, il s'agissait de regagner le camp des nations, de la civilisation, d'être acceptés par les autres nations. Et pour les Français, mais plus généralement pour tous les pays européens, c'était d'avoir maintenant la paix sur le continent, la paix en Europe. Afin de concrétiser cet idéal de paix, les Français ont une idée. En mai 1950, le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman propose de fonder la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La CECA a été l'une des premières institutions supranationales
qui ont participé à la construction de l'Union européenne. L'objectif était d'établir une coopération économique fertile entre la France et l'Allemagne pour prévenir tout nouveau conflit. Le traité de l'Élysée, signé en 1963, vient sceller cette réconciliation entre les deux pays. 18 ans après la dernière guerre, la France et l'Allemagne s'engagent à une coopération étroite et régulière sur les questions de politique étrangère, européenne et de défense. Et pour porter loin cette vision commune d'une Europe unie et pacifiée, le traité de l'Élysée pense aux générations futures, notamment avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Depuis 1963, cette organisation a permis à près de 10 millions de jeunes Français et Allemands de nouer des liens amicaux. Alors, au départ, nous avons les ruines de la guerre. Il faut une vision commune et de part et d'autre, deux personnalités, notamment des personnalités politiques qui partagent cette vision. Mais ça ne suffit pas. Il faut le soutien de la société civile de part et d'autre. Reprenons. Au départ, il faut un intérêt solide à la réconciliation, puis une vision constructive d'un avenir commun, juste et pacifique. Entre voisins, c'est pareil. Il faut que les deux aspirent véritablement à faire la paix et partagent la même vision d'une relation fraternelle. Mais soyons honnêtes. Si on pouvait éviter le voisin en déménageant sur une île lointaine, on se soucierait moins de se rabibocher. Et quand on partage une clôture et a fortiori une frontière, ce n'est pas possible. La situation au Proche-Orient témoigne d'une difficulté supplémentaire. En cas de conflit entre deux puissances, d'autres viennent souvent s'en mêler avec leurs propres intérêts en jeu. L'un des points qui rend si difficile la résolution du conflit israélo-palestinien, c'est qu'il implique plus que deux acteurs. Ce n'est pas un conflit local, mais bien un conflit mondial qui se cristallise dans cette région. De quoi compliquer les choses. Toujours est-il que cheminer vers l'apaisement est bien plus facile si toutes les parties impliquées veulent la paix comme horizon. Mais un instant, n'oublions-nous pas quelque chose. Se tourner vers l'avenir, c'est bien beau, mais qu'en est-il des crimes de guerre, par exemple? On ne peut pas simplement les balayer sous le tapis. La réconciliation est un paradoxe. Parce qu'il faut regarder derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Un peu comme ce jouet, qu'il faut tirer en arrière pour qu'il puisse s'envoler. Se confronter au passé est essentiel pour se tourner vers l'avenir. Reprenons le cas de l'Allemagne et de la France, ce modèle de réconciliation. Au début, l'idée était plutôt de faire table rase du passé, quitte à laisser de nombreux coupables s'en tirer. Au départ, le point de vue le plus majoritaire a été de dire le passé est trop sombre, regardons l'avenir. Et finalement, c'est assez tardivement que des procès très importants, comme le procès de Klaus Barbie, qui avait été le chef de la Gestapo à Lyon, ont pu avoir lieu en France à la fin des années 80. S'il est rare que tous les coupables comparaissent, c'est aussi pour d'autres raisons. Au sortir d'une guerre ou d'un conflit armé, les bourreaux sont si nombreux qu'il est difficile de traîner chacun d'entre eux devant les tribunaux. Et de surcroît, après un conflit meurtrier, il arrive souvent que les institutions, et surtout le système judiciaire, soient en ruine. Et si les mêmes personnes occupent les mêmes postes, il n'y aura pas forcément de volonté réelle de se remettre en question, de reconnaître les fautes et de regarder le passé en face. C'est aussi pour cette raison qu'une sorte de tribunal universel a été créé, la Cour pénale internationale, qui a son siège à La Haye. Elle n'est compétente que pour juger les plus grands criminels, accusés de crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes d'agression. L'origine de la Cour pénale internationale remonte au procès de Nuremberg en Allemagne. C'est là que pour la première fois de l'histoire, la communauté internationale traduit en justice des criminels de guerre.
La justice et les procès peuvent aussi contribuer au processus de réconciliation. Alors, après 1945, il y a eu le procès de Nuremberg, mais qui n'a concerné finalement que les plus grands criminels de guerre allemands. Mais pour la France, c'était extrêmement important d'être présente au tribunal de Nuremberg. Le procès de Nuremberg a concerné 209 accusés. Et les procédures se sont étalées sur 4 ans. La Cour pénale internationale, elle, ne peut poursuivre qu'un petit nombre de criminels, et pour les crimes les plus graves. Sans compter que des pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine n'ont toujours pas reconnu son autorité. La communauté internationale est d'avis que les procès sont importants, mais en aucun cas ils ne suffisent à mener à la réconciliation. D'autres mesures sont nécessaires, qui complètent les poursuites pénales. À lui seul, un procès ne fait pas tout. D'autant plus que souvent, les procédures traînent en longueur et ne remplacent pas un travail de fond sur le passé, dont les victimes meurtries par une guerre ou un conflit armé ont particulièrement besoin. Alors que faut-il encore pour pouvoir tourner la page ? Entre 2 personnes, c'est facile à imaginer. Idéalement, on se met autour d'une table pour discuter de ce qui s'est passé. Chacun expose calmement son point de vue. Mais à l'échelle d'un pays, comment faire ? À la fin de l'apartheid, en 1991, l'Afrique du Sud a eu une idée novatrice. Le nouveau gouvernement démocratique de Nelson Mandela a créé la commission Vérité et Réconciliation, chargée de recenser et examiner tous les crimes commis au cours de l'apartheid. Pendant les longues années de ce régime discriminatoire, la minorité blanche avait imposé une ségrégation brutale et opprimé des millions de personnes, ce qui avait failli mener le pays à la guerre civile. L'objectif premier de la commission, mettre au jour la vérité. Car de nombreuses victimes ont été opprimées, torturées ou tuées dans des circonstances troubles et par des auteurs inconnus. Il s'agissait donc de permettre aux victimes de s'exprimer, que leurs souffrances soient entendues, mais aussi qu'elles apprennent enfin ce qui était arrivé à leurs proches. Des milliers de gens ont raconté leur calvaire lors d'audiences souvent publiques. L'idée était qu'on ne pouvait pas se faire une image complète du passé sans entendre la parole des coupables et des victimes. Afin d'inciter les bourreaux à se confesser ouvertement, on leur promet l'amnistie. Les coupables ont révélé beaucoup d'informations qui n'auraient pas été obtenues par un procès classique. Le deuxième but de la commission, que les victimes et les coupables s'écoutent mutuellement, de sorte que les 2 camps ennemis puissent plus tard se rapprocher. De nombreuses audiences ont été retransmises à la télévision nationale. Ici, un tortionnaire montre les terribles méthodes employées. What kind of man that uses a method like this one and listening to those moans and cries and groans? What kind of man are you? What kind of man is that? Plus de téléspectateurs regardaient le rapport hebdomadaire de la commission de vérité que le journal télévisé. Le résultat final, un rapport de plusieurs tomes, avec des informations détaillées sur les crimes commis et les violations des droits humains. Aujourd'hui, l'avis quant au bilan de la commission est mitigé. Le problème, c'est ce qui s'est passé ensuite, ou plutôt, ce qui ne s'est pas passé. Beaucoup de Sud-Africains aujourd'hui ont une opinion négative de la commission, très différente de celle qui prévalait dans les années 1990, parce qu'il n'y a pas eu de procès consécutif ni de réparation adéquate. C'est pourtant la deuxième étape nécessaire du processus, les indemnisations et réparations. Comme à petite échelle, il faut réparer ce qui a été cassé. Dans les conflits interpersonnels, il est souvent possible de proposer des réparations, d'essayer de recoller les morceaux de vaisselle brisés. Mais pour les conflits à l'échelle d'une société, c'est totalement impossible. On ne peut pas réparer un viol, un crime, un meurtre. Alors comment faire? Comment fixer le prix d'une vie humaine qu'on ne peut ni peser ni mesurer? Puisque la seule réparation suffisante serait de ramener les victimes à la vie, il ne reste que la dimension symbolique. Et c'est toute la difficulté des réparations. Un symbole indispensable à la réconciliation et qui doit prendre en compte les besoins individuels des victimes. Pour que les réparations fonctionnent, les victimes doivent avoir le sentiment d'avoir été consultées. En Afrique du Sud, le faible montant des réparations accordées
n'a pas permis de compenser les injustices structurelles et économiques engendrées par l'apartheid. De nombreux citoyens continuent d'en subir les conséquences. Si l'un est très puissant alors que l'autre est très faible, ça posera une difficulté supplémentaire pour la réconciliation, surtout pour le groupe défavorisé. Beaucoup considèrent tout de même la Commission sud-africaine comme une étape bénéfique pour rétablir une unité nationale. Et l'expérience a fait école à l'étranger. Il existe aujourd'hui plus de 40 commissions du même type dans le monde. En 2006, par exemple, le Canada a décidé d'enquêter sur les actes des pionniers, les colons, envers les Premières Nations, les peuples autochtones du pays. En Colombie, après des années d'un conflit armé interne, la Commission pour la vérité a rendu son rapport sur les responsabilités des différentes parties impliquées. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité, créée à la suite du printemps arabe, a examiné les crimes commis pendant la révolution tunisienne, mais surtout avant cela, pendant le mandat du dictateur Ben Ali. Pour l'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et président de la Commission sud-africaine, il y avait un autre élément clé à la réconciliation, le pardon. Il l'exprimait ainsi. Abandoning my right to revenge, to pay back. Même quand on souhaite tourner la page, pardonner n'est pas un acte facile. Faut-il vraiment attendre des victimes qu'elles consentent au pardon plutôt que de vouloir châtier les coupables ? Pardonner, ce n'est pas écarter la culpabilité de l'autre. Ce n'est pas oublier. C'est se montrer prêt à aller de l'avant, malgré le souvenir de ce qui s'est passé. Selon Desmond Tutu, le pardon peut aussi être libérateur pour la victime elle-même. Deliberately to say, I am not going to let you victimize me and hold me in a position where I have an anger against you. I am saying I want to let go of that. Un bel acte de grâce. Mais comment y arriver ? Prenons l'exemple du Proche-Orient. La sœur d'Arabe, un Palestinien, a été tuée par un Israélien. Le fils de Roby, une Israélienne, a été tué par un Palestinien. Mais tous deux plaident pour la réconciliation. Pourquoi ? I wanted to take revenge from my sister's blood. My father told me that, you're right, one Israeli soldier shot and killed your sister. But more than 100 Israelis was next to me in the hospital for 3 days before your sister died. And you don't have to let the hate and the revenge to control your life. We are not weak people to kill people, but we're very strong people to be against our anger and hate. Arabe et Roby sont parvenus à dépasser leurs ressentiments mutuels. Roby a même pardonné au meurtrier de son fils. I don't condone any violence from anybody, but I could understand why they did it. And he did it because when he was a small child, he saw his uncle violently killed by the Israeli army. Pardonner, c'est aussi parvenir à se mettre à la place de l'autre et reconnaître son humanité. Comment y arriver ? L'une des choses essentielles pour les deux acteurs d'un conflit, c'est de reconnaître que tous les deux ont beaucoup souffert et ont subi une forte injustice. Cette identité commune en tant que victime peut être le pilier d'une réconciliation. Le problème, c'est que souvent, on refuse à l'autre le statut de victime et qu'on l'endosse soi-même. Chaque protagoniste ressent intensément sa propre souffrance et son propre statut de victime. Mais la souffrance de l'autre, on ne l'aperçoit pas de la même façon. Alors souvent, on est en compétition pour le statut de victime, ce qu'on appelle la victimisation concurrentielle. Roby et Arabe sont membres d'une organisation où tous ont perdu un proche tué par l'autre camp. Un drame commun qui les a rapprochés.
et qui les a aidés à s'ouvrir à l'autre. Mais c'est souvent un long et difficile processus. It took with me 7 years to understand that my color of blood and Ruby's color of blood, it's the same color of blood. And my pain and her pain, it's the same pain. Le pardon est un cheminement personnel, au bout duquel, dans le meilleur des cas, il y a la réconciliation avec l'ancien ennemi. Mais peut-on transposer ce processus à une société tout entière? Quand on parle de génocide ou de violation des droits humains à grande échelle, je pense que c'est injuste de demander ça aux victimes. La réconciliation est un idéal important, mais il est impossible d'y contraindre qui que ce soit. La violence politique et les formes extrêmes de violence laissent un lourd héritage à une société. Une méfiance entre les communautés, une perte de confiance envers les institutions, une crainte des autres, de l'État ou de certains groupes qui étaient armés. De larges fossés se creusent au sein d'une société qui a subi la violence politique. Comment refermer ces fossés? L'un des mécanismes, c'est la justice transitionnelle. La justice transitionnelle désigne un ensemble de mesures structurelles qui aident un pays à réussir la transition d'un état de guerre à celui de paix. La justice transitionnelle vise à rendre justice pour des actes commis par le passé. Cela passe par des commissions de vérité, des jugements à la suite de procès, des réparations et indemnisations. Et ça comprend aussi des réformes des institutions ou du système judiciaire, etc., afin de prévenir le retour de la violence. Face à un fossé qui s'est creusé, si on a un processus judiciaire juste et efficace, même si tout le monde n'est pas poursuivi, le fossé se réduit. S'il y a une vraie recherche de la vérité, le fossé se réduit. S'il y a des réparations adéquates, le fossé se réduit. Il y a ceci d'intéressant néanmoins, que le fossé ne se refermera jamais totalement. C'est plutôt un entonnoir, avec un petit trou. Ce trou est impossible à refermer entièrement, parce qu'on ne peut pas ressusciter les morts. On ne peut pas effacer des violations massives des droits humains. Mais chaque pas du processus aide à réduire le fossé créé par la violence politique. Pour rétablir le vivre ensemble à l'échelle de tout un pays, la route est longue. Les différentes étapes peuvent être impulsées par le monde politique, mais le soutien de la société civile est essentiel. Toute justice transitionnelle doit être complétée par un mouvement venu de la base. La réconciliation est un projet de société, où tous les efforts pour la paix importent. La paix ou la réconciliation peuvent être encouragées par des mouvements populaires et des initiatives personnelles. Il y a de discrets bâtisseurs de paix, partout et tout le temps. La guerre fait des ravages en un rien de temps, alors que la réconciliation est un processus au long cours. Elle demande des efforts considérables et continus sur plusieurs générations. Créer une paix durable est l'un des plus grands défis qui se posent à l'humanité. Par chance, on peut toujours compter sur des modèles de courage